Entre 1997 et 2023, le taux d'obésité a doublé. La Ligue nationale de lutte contre l'obésité publie les chiffres suivants. De 8,5%, aujourd'hui, c'est 17% de la population française qui est en situation d'obésité. Notre invitée du jour s'appelle Lucie. Elle nous raconte son histoire, celle d'une femme qui a dû prendre la décision de faire un parcours chirurgical pour perdre des dizaines de kilos. Ma vie en dépendait, c'est ainsi qu'elle le résume. Vous écoutez le podcast des vies et des histoires. Cet épisode est titré L'obésité. Il fallait que je fasse quelque chose, raconté par Lucie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Lucie, j'ai 37 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants. Parfait. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton histoire. Alors, tu m'as fait comprendre lors de la préparation de l'émission que tu as perdu environ 60 kilos, si j'ai bonne mémoire, mais où commence ton histoire exactement? Alors c'est simple, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 23 ans pour prendre mon indépendance. D'accord. J'ai 7 frères et sœurs. Je suis celle qui est partie le plus tard. Je travaillais dans la restauration, j'étais à mi-temps et en fait, la facilité a fait que quand je rentrais les soirs, je mangeais, mangeais mal, je mangeais à emporter tout ce que je trouvais sur mon passage et le week-end, je faisais beaucoup la fête, beaucoup trop et je buvais pas mal d'alcool. Donc j'étais quelqu'un à la base normal, avec une silhouette normale. J'ai toujours veillé à faire attention. Je faisais plus jeune de la gym à haut niveau. J'ai vraiment pas eu de problème vraiment avec mon poids. Et il s'avère en fait en prenant ce chemin-là que j'ai pris petit à petit du poids et je me confortais dans l'idée que c'était normal et que forcément j'étais plus chez papa maman, donc ouais, j'allais prendre du poids ou quoi que ce soit. Sauf que je me suis pas rendu compte que ça a pris une ampleur de dingue et voilà, c'était quand je m'en suis rendu compte, en fait, c'était trop tard. C'était trop tard. Et justement, comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte parce que je me suis mise en couple avec quelqu'un avec qui je suis allée plus loin puisque c'est le père de mon fils. Et quand j'ai su que ça allait être un très bon papa, j'ai voulu avoir un enfant avec lui. Et le parcours s'est avéré vraiment compliqué et très long. On a consulté. Le parcours de la grossesse a été compliqué. Alors, pas de la grossesse, faire un enfant, ça a été compliqué. Et c'est vrai que pour moi, je voyais plein de femmes qui tombaient enceintes autour de moi. Je me dis, bah pourquoi pas moi, quoi. C'est pas non plus, c'est à la portée de tous de tomber enceinte. À D'accord. l'époque, dans ma tête, j'étais jeune, hein. Et il s'avère que, après pas mal d'années, je tombais toujours pas enceinte. Et c'est pas faute, voilà, de tenter, d'essayer. Et donc, on a consulté. On a fait tous les tests qu'il fallait à l'hôpital Nord, on a fait des tests de PMA et il s'avère que À l'hôpital Nord, juste pour situer, c'est l'hôpital Nord à Saint-Étienne. c'est ça. Et il s'avère que, bêtement, il y avait pas forcément de problème au niveau de mon ex-mari ni de moi, mais le fait peut-être d'être plus ronde, plus costaud faisait que j'avais peut-être du mal à tomber enceinte. Donc on s'est dit, on va commencer un parcours de PMA, d'insémination, pour aider Dame Nature à avoir un enfant. Ça a été très long, très fastidieux, mais au bout de 4 inséminations, j'ai Paul qui est arrivé. D'accord. Et ça remonte à combien de temps? Alors j'ai eu Paul en juillet 2013. Une grossesse tout à fait normale. Bon, pas à risque, mais à surveiller parce que je faisais plus de 100 kilos à l'époque. Pour Je quelle mets taille? 1,66 m. Donc D'accord. En voilà, effet, il y a... j'étais quand même ouais, plus que ronde. Donc je pouvais pas me permettre, comme certaines femmes et encore même certaines femmes, voilà, de prendre énormément de poids parce que sans parler de le perdre après par la suite, tu as tous les problèmes liés à la grossesse, du diabète gestationnel qui tu peux pas manger comme tu veux et il faut te réprimer, il faut faire attention.
Tu peux avoir des prééclampsies, c'est-à-dire accoucher plus tôt que prévu et avoir des problèmes de tension. Donc, tu fais gaffe, tu te limites et tu fais gaffe. Après, bah, forcément plus lourde, j'ai eu des sciatiques, donc douloureux pour marcher. J'étais limitée dans mes déplacements parce que, bah, mine de rien, voilà, c'était lourd quand même. Paul plus mon poids, il fallait le porter, hein. Et puis, non, j'ai quand même réussi à avoir une grossesse jusqu'à terme sans complications, si ce n'est voilà une césarienne en urgence parce qu'il était tellement bien au chaud qu'il avait pas envie de sortir. C'est dit avec beaucoup d'humour, mais la réalité étant que ta vie était quand même, enfin ta santé du moins, c'était quand même en danger avec Ouais, l'accès il sur faut toi. faire super gaffe parce que mine de rien, de mon point de vue, tu portes la vie, tu as galéré pour tomber enceinte, tu te rends compte qu'en fait, les femmes, elles tombent pas enceintes comme ça. Quand tu commences ton parcours de PMA, tu vois quand même que la salle d'attente, elle est pleine. Tu te dis, t'es pas la seule dans ce cas. Tu vois toutes sortes de femmes, hein, des jeunes, des moins jeunes, des minces, des fortes. Tu te dis que t'as pas fait tout ça pour au final tout foirer en faisant n'importe quoi pendant ta grossesse. Donc, tu fais très attention, mine de rien. Et puis, pour le coup, le papa de Paul veillait au grain et il était très impliqué. Donc, voilà, deux dans l'histoire. Tu fais un enfant tout seul, pour le coup. Donc, voilà. D'accord. Ensuite, bah, j'ai eu Paul. Il a super bien grandi, il a super bien poussé, il était voilà, sauf que quand il commence à marcher, à l'âge de 9 mois, il commence à courir. Avant de marcher, tu te dis qu'il va falloir suivre derrière. Et t'es tellement bien, t'es tellement pleine d'amour pour ce petit, bah, que, bah, quand t'es amoureuse, quand tu, voilà, bah, tu manges. Tu manges forcément, bah ouais, et tu te rends pas compte, et voilà. Et tu vis pour lui, tu respires pour lui, t'as tellement attendu que c'est ton petit miracle, quoi. T'es focus sur lui. Et forcément, bah, je me suis peut-être un peu trop emballée à pas faire attention à côté, en fait, et j'ai mangé. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai pas fait la fête, mais j'étais vraiment focus sur lui et j'ai pas fait attention aux à côté, en fait. Mm. C'est vrai que je mets un point d'honneur à dire aujourd'hui, bah, il faut que tu sois maman, il faut que tu sois femme, il faut que tu sois une amie, il faut que tu sois amante, et j'essaie de remplir toutes ces cases-là. Et à l'époque, j'étais vraiment que maman, que maman, que maman. Et quand il a commencé à courir, j'ai essayé de lui courir derrière. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de très gros problèmes, à savoir bah, les articulations. J'avais mal aux genoux, j'avais mal aux chevilles. J'arrivais plus trop à supporter mon poids et le souffle, une catastrophe. Tu te dis waouh, il y a un truc quoi. Donc tu vas voir ton médecin généraliste, et te dit ouais, il faut peut-être perdre un peu de poids. Donc là, tu te dis ça va, elle est pas trop non plus critique, elle est pas trop alarmante. Tu vas essayer des régimes, sauf que ouais, ok, tu perds, mais quand t'arrêtes, bah tu prends le double quoi. Donc c'est un joyeux bordel quoi. C'est une grosse problématique. Donc tu te dis allez, je vais voir une diététicienne et je vais voir ce qu'elle va me dire. Bon là, elle est un peu plus alarmante forcément. Elle te donne pas de régime parce qu'elle te dit ouais, c'est des trucs yo-yo, tu vas perdre, tu vas prendre le double, voilà. Elle te dit on va faire du rééquilibrage alimentaire. Sauf que t'aimes tellement comme moi la nourriture, t'es une épicurienne que ouais, allez, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu reviens dans tes vieux démons, tu remanges. Moi, passion chocolat, chocolat au lait en plus à l'époque. Bah ouais, c'est Ça va c'est vite problématique. derrière. Ouais, carrément. Et et quand tu arrives vraiment à une phase où bah, le seul fringue que tu peux porter, c'est des sarouels parce que c'est les seuls trucs qui sont larges et que tu peux plus porter de jeans, tu peux plus porter de pantalons bah, classiques, tu peux porter que des sarouels et des robes et que tu arrives sur un 48, alors qu'à l'époque, quand tu étais chez tes parents, tu faisais un 36-38, tu dis que ouais, il y a un truc qui va pas, quoi. Et donc là, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de son parcours pour perdre du poids, qui m'a raconté ce qu'elle avait fait. Et je me suis dit, bah, je vais tenter. Je vais au moins me renseigner et je vais voir ce qu'il en est. Donc j'ai consulté 2 hôpitaux sur Lyon et 2 hôpitaux sur Paris, sur Saint-Étienne, excuse-moi, parce que je me suis dit, ouais, je vais tenter, mais il faut que je puisse avoir quelqu'un en face de moi, avoir un coup de foudre médical, c'est-à-dire que si je lui confie mon corps et ouais, pour le coup, ma vie, parce que c'est pas anodin, il faut qu'en face, j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance. Et là, j'ai trouvé le chirurgien, mais exceptionnel à mes yeux, quoi. Le mec, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est lui et c'est pas un autre.
Et ouais, il a su mettre les mots et placer les trucs et me dire en fait ce qu'il en était. C'est-à-dire que il m'a fait monter sur une balance, il m'a calculé mon obésité, mon IMC, et là il m'a dit ouais, vous êtes en obésité morbide. Et que D'accord. bah Si, enfin, pour préciser, l'obésité morbide, c'est le stade où tu es à plus de 40. en IMC à plus de 40, donc j'étais à 47 et des poussières, je crois. D'accord, ah oui, Donc c'était là énorme. tu ouais, là tu te dis que ouais, c'est c'est flippant. Et puis après il te dit tout ce que tu risques en étant dans cet état. Et ça consistait, enfin, il t'expliquait quoi exactement sur ces points-là? Oh, les grands mots, hypertension artérielle, donc tu te dis ça, j'entends ça, mais que chez les personnes âgées et qui Hmm. sont pas en bonne santé. T'entends apnée du sommeil, donc tu te dis je connais pas, je sais pas ce que c'est, mais expliquez-moi. T'entends des problèmes articulaires, de l'arthrose, des trucs comme ça, et tu te dis non, mais t'as même pas 30 ans, c'est du délire, donc c'est pas possible. Donc je me suis inscrite avec l'aide et l'appui de ma famille et à l'époque de mon ex-mari pour ce parcours-là, pour voilà. Au HPL, c'est un parcours qui dure 1 an parce que ça te laisse le temps de la réflexion, parce que c'est pas anodin comme opération. Ça te laisse le temps de la réflexion, le temps de poser des questions à différentes personnes, à l'équipe qui t'entoure. Donc il y avait des nutritionnistes, des diététiciens, un psychologue, parce que c'est pas anodin non plus. Avant d'entreprendre ce parcours-là, quand tu étais en situation d'obésité, quel était ton rapport à ton corps? Comment tu le vivais au quotidien? Bah, en fait, j'ai pas forcément fait attention à mon corps parce que j'étais tellement pleine d'amour pour Paul que je faisais pas attention. Et le regard des gens, je m'en fichais. C'était, voilà, juste ce que je me rendais compte, c'est que j'étais négligée au niveau de mon look parce que je faisais aucun effort. Vraiment, aucun effort, mais c'était pas ma préoccupation première. Mais là, si je fais marche arrière et que je regarde, je me dis que franchement, je m'étais craquée à complet. Je me laisserai plus aller aujourd'hui comme j'étais là. Mais après, voilà, c'est un truc, c'est mon ex-mari, ça avait pas l'air de lui poser de problème, donc moi, ça me posait pas de problème. Mm. Et à Paul, part ton ex-mari qui partageait ta vie au quotidien, est-ce que peut-être tu avais des amis qui, eux, te faisaient des remarques ou te non, même alarmaient? pas. Non, pas du Non, tout. même pas. Non, c'était pas non plus. Je pense que j'étais pas entourée des bonnes personnes à cette époque-là. Et il s'avère que ça s'est allégé avec le temps, avec la séparation avec Rémi. Je me dis que ces gens-là sont partis et que j'ai retrouvé mes bonnes copines et qu'il a, on dit les choses D'accord. correctement. Donc Ok. j'étais peut-être pas à l'époque entourée des bonnes personnes. Et quel était le regard des gens que tu ne connaissais peut-être pas? Je te présente une situation. Est-ce que quand tu étais en situation d'obésité, tu as vécu ce qu'on appelle la grossophobie? Est-ce que tu as reçu des remarques de la part de personnes que tu ne connaissais pas ou même que tu connais? Oh, certainement. Mais tu passes au-dessus. Qui passe au-dessus. Est-ce que Ouais. tu as l'une de ces histoires-là Non, mais à nous forcément, les raconter? gens, ils te regardent et c'est avec, tu regardes le regard, c'est de la peine, c'est de la pitié. Tu vas faire les magasins, tu vas acheter un soutien-gorge. La vendeuse, tu vois que, bah, elle galère à te trouver un bon soutien-gorge parce que tu fais un bonnet G, donc c'est quand même assez impressionnant. Mm. Et puis en plus, bah, t'es juste énorme, donc c'est pas un regard flatteur ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, je m'en fiche. Je m'en fiche, j'ai eu un bébé. C'était ce qui t'importait en effet, c'était ce qui était assez, enfin, très C'est important ça, pour je crois que toi. c'est ça qui m'a Avoir un sauvée à enfant, l'époque, oui. parce que je pense que si j'avais pas eu Paul, je pense que j'aurais sombré plus vite et j'aurais sombré plus violemment que quand j'ai entamé le parcours. Ça aurait été plus compliqué pour moi. Après, si, c'est les personnes qui m'ont mis le nez dedans et qui m'ont vraiment ouvert les yeux, mes parents. Mon père surtout, il a été pas blessant, mais il a eu les mots, il a su dire que je m'étais trop laissée aller et que c'était pas possible. Je suis dans une famille, ils sont tous sveltes. Mm. J'étais svelte en partant de chez mes parents, je suis devenue bah, obèse. Donc il y a un truc qui s'était passé. Donc non, 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 mes parents ils m'ont mis le nez dedans carrément quoi. Mm. Donc ouais, j'ai entamé ce parcours et Qui s'appelle comment ce alors parcours? j'ai fait comme opération un bypass. Je voulais pas de d'anneau parce que je voulais pas de corps étranger en moi pour à l'époque. Hein. Euh, j'ai fait un bypass parce que je trouvais que c'était l'opération la plus celle la plus appropriée pour moi. Donc réduction d'estomac au niveau de l'intestin par cystoscopie, comme pour l'appendicite en fait.
Donc, ça me paraissait l'opération la plus complète et celle qui me plaisait, pas qui me plaisait le plus, mais qui me correspondait le plus, on va D'accord. dire. Ça consistait à quoi exactement? À réduire la taille de ton estomac dans un premier Exactement. temps? C'est-à-dire que au lieu de manger maintenant, tu le vois même, toi, je grignote, je fractionne dans la journée. Au lieu de manger comme avant, c'est-à-dire je pouvais manger jusqu'à 2 grosses assiettes, ça se cantonne, si tu regardes, à des petites assiettes creuses et je grignote. Voilà, je fractionne. Mais je mange moins comme avant. Il y a certains aliments quand c'est trop gras, trop sucré, j'ai des palpitations. C'est juste une horreur parce que je supporte plus le trop gras, le trop sucré. Ça Mm. me rend malade. C'est l'anecdote avec Flo. On est parti à Marseille. On a bu du champagne, donc des bulles. Je suis plus censée boire d'alcool. Je dis bien censée. Donc, on a bu des bulles et du champagne et on a mangé de la friture, des petits poissons grillés, de l'huile. J'ai fini en PLS sur la banquette du restaurant avec des bouffées de chaleur. J'ai l'impression que j'étais ménopausée, notre premier week-end en amoureux à Marseille. Tellement je supporte mal le gras, les bulles. J'aime tellement ça. C'est un truc de dingue. Mais Tu ne pouvais plus après je ton peux plus, opération? ou sinon, avec modération. D'accord. Modération est devenu mon meilleur pote maintenant. L'alcool, avec modération. Le gras, Toujours, avec modération. toujours, Le sucre, avec modération. toujours. Donc, on a fait ce parcours, j'ai rencontré des gens, différentes personnes et tout ça. Bon, j'étais pas venue pour me faire des amis, mais au final, on commence un truc, on le fait ensemble. Puisque On c'était en fait, groupe que ça se voilà, faisait. Vous étiez exactement. 7, tu disais? On était 7 ou 8, je crois. 7. Et donc, voilà, et j'ai découvert un psy pendant cet épisode et qui m'avait dit, vous savez, les 3 quarts de ces parcours après, bah, la vie change et tout ça. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. J'étais amoureuse du père de mon fils. À l'époque, j'avais Dieu que pour lui. Et il s'avère que, ouais, ça a changé par la suite. Mais tu t'appropries un nouveau corps, tu t'appropries tout. Donc, voilà. Donc jusqu'à l'opération, jusqu'à ce qu'on arrive, j'ai fait plein de tests. J'ai fait des tests d'apnée du sommeil et en vrai, ouais, je faisais de l'apnée du sommeil, mais je m'en rendais pas compte. Parce que quand je dors, je dors. Mm. Donc voilà. Donc plus t'avances, plus tu te rends compte que ouais, c'est flippant parce que tu peux mourir pour pas mal de choses. Et euh, et ouais, tu te rends compte des choses et tu te rends compte que t'as foiré complètement quoi. Que si t'avais fait plus attention, bah tu t'en serais pas arrivé jusque là. Donc la veille de l'opération, je me pèse et là j'arrive à 130 kilos. Je me dis jackpot mon pote. Allez, comme le dernier, la veille avant de te faire guillotiner ou pendre, repas de roi. Je suis allée au relais de l'hôpital et je me suis craquée. J'ai pris tout ce que je pouvais trouver et j'ai mangé. Je Ah me ouais, suis dit d'accord. dernier repas du condamné. Allez, je me fais plaise. Tu, Mettez-moi un peu de tout. tu te disais donc que bah, c'est peut-être la dernière fois que j'ai l'occasion de manger Ouais, autant. je le savais Et du coup, pertinemment. tu Avec tout t'es ce que j'ai lâché. entendu, je savais pertinemment que ça allait être la fin pour moi. Donc je me suis dit, foutu pour foutu, donne tout. Un dernier coup. Un dernier coup pour la route. Donc D'accord. non, ouais, j'ai vécu une dernière soirée à me prendre en photo en me disant, immortalise. Euh, le plus gros problème là, à ce moment-là, j'ai un problème avec ça, c'était de me dire, bah, je suis séparée de mon fils. Demain, je vais être opérée. Déjà, le premier truc, psychologiquement, moi, je suis complètement tarée. Il faut que je me réveille de cette anesthésie. J'ai un problème avec les anesthésies. Il faut que je me réveille. Et voilà, quoi. C'était mon plus gros flip. C'était pas comment ça va se passer l'opération. C'était, Paul, voilà. Si je l'ai fait, certaines personnes peut-être se disent dans la tête, je le fais, c'est pour retrouver physiquement une silhouette et tout ça. Moi, c'était, je le fais parce j'ai donné la vie. Il faut pas que je meure dans 2, 3 ans, quoi. Mm. Si je donne la Il vie, faut que c'est tu restes que il faut pour ton que enfant. exactement. C'était pas ma priorité de retrouver mon physique, une silhouette ou quoi que ce soit. Mm. C'est je fais un enfant, je reste en vie pour lui. Donc je me suis fait opérer, ça a été grosse crise de larmes parce que gros flip quand tu te retrouves dans une salle et que tu connais pas de gens, il y a plein de gens qui te branchent, qui te connectent ou quoi que ce soit. Mais j'avais les yeux bleus de mon chirurgien juste au-dessus de moi parce que je l'ai réclamé et j'ai regardé ses yeux, je me suis endormie avec le bleu de ses yeux et c'était juste parfait pour moi. Je me suis réveillée, j'ai le papa de Paul qui était là, beaucoup de douleurs, je suis une chochotte, donc beaucoup de douleurs, très dur à gérer pour moi la douleur. Et j'avais faim, mais impossible de manger. Je pouvais pas manger à part peut-être boire de l'eau et du thé. Je ne pouvais rien avaler parce que c'était vraiment trop douloureux pour moi. Donc comme c'est par cellio, il te gonfle le ventre avec du gaz. Il a fallu que je marche pour faire éliminer un peu le gaz des épaules. J'étais hospitalisée, je crois, 3 jours.
Donc 3 jours en plus off sans Paul. Ok. Et quand je suis sortie et pour son bien-être et pour moi pour me rétablir, c'était en été, c'était en août 2015. Il avait 2 ans. Il était petit, il pouvait pas comprendre. Et ben, je me suis séparée de lui pendant 3 semaines. Il était chez mes ex-beaux-parents parce que je pouvais pas le porter. Donc il a fallu il pouvait pas comprendre. Donc on a été séparés en plus 3 semaines. Donc ça a été compliqué, mais 3 semaines pour me remettre à fond, pour me rétablir, pour dégonfler. Et en 3 semaines, j'ai perdu 10 kilos parce que j'arrivais plus à manger, j'avais pas, ou si je mangeais, bah, c'était limité. Mon estomac, c'était un bébé estomac. Donc tu peux pas non plus manger comme tu veux. Et Et tout ton parcours, depuis la prise de conscience déjà de la situation, de tout ce que tu risquais au niveau de ta santé, de ta démarche d'aller voir les médecins, d'entreprendre, enfin de faire cette opération, et même la convalescence, tout ça, ça s'est étalé sur combien de temps? 1 an et demi, 1 an et demi. 1 an et demi. Le parcours a duré 1 an et demi. 1 an et demi de préparation, de préopération. Et après, ouais, bien 6 mois pour m'en remettre de l'opération correctement et commencer le sport. J'ai jamais fait autant de sport qu'après l'opération, quoi. Je me suis inscrite dans une salle de sport et j'ai dit, vas-y, là maintenant tu donnes tout. Et au bout de 3 mois, j'ai refait les tests d'apnée du sommeil et tout ça. Je faisais plus d'apnée. J'avais dégonflé, donc je faisais plus d'apnée. Au niveau articulation et tout ça, je reprenais du souffle, je reprenais. Et même, alors, j'achetais toujours mes sarouels parce que j'étais hyper bien en sarouel, mais les tailles réduisaient. Mm. Donc, impressionnant. Donc, tu fais du sport, tu réduis, tu dégonfles, tu t'appropries un corps de femme là. Mm. Donc là, tu te dis, t'es maman, physiquement, là, tu commences à voir le physique, tu te dis, waouh, tu te dis, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, toi, tu vois, en parlant à ton corps. Donc, eh ben, tu mets un peu les sarouels de côté, tu recommences à reporter des robes, parce que tu te dis que c'est bien les robes, c'est féminin les robes. Donc, voilà, tu reprends du plaisir à faire des choses que tu faisais pas, peut-être les magasins. Je détestais faire les magasins, je suis pas du tout coquette à la base, je me maquille pas, non. Aller chez le coiffeur, j'avais des cheveux. Donc voilà, et tu te dis que, ouais, chose que tu faisais pas avant, j'aimerais bien faire un resto. Mais tu sais, un resto, mais pas avec tes copines ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien faire un resto avec mon mec. Euh, ok, une fois, 2 fois. Puis au bout d'un moment, bah, il y a nos vieux démons qui reviennent, surtout les siens, bah, pas très, plutôt casaniers. Et moi, j'avais plus envie de sortir. Je perds mon ancien corps, je retrouve mon nouveau corps. J'ai envie de faire des trucs, fais-les avec moi. En préopération, on te dit avec le psychologue, votre vie perso, ça va changer. Non. Toi, tu te dis, tu t'entêtes, tu te dis, non, ça va pas changer. Je me suis mariée avec lui, je le connais, ça va bien se passer. Sauf que c'est pas lui qui change, c'est toi qui change, en fait. Donc, tu retrouves des vieilles copines que t'as pas vues depuis longtemps, tu sors avec elles, tu sors avec des potes à elle et tout ça, jusqu'à la fin, hein. Je suis restée fidèle et propre dans mes bottes, hein. J'ai pas dévié de mon chemin. Par contre, je voulais qu'il soit dans ma vie et dans ma nouvelle vie. Ouais, on fait du sport ensemble, y a pas de souci, on peut aller courir et tout ça, mais fais des trucs avec moi, fais des trucs de couple, des trucs qu'on faisait pas avant, parce que j'en ai besoin et je ressens le besoin bah, j'ai perdu du poids, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le crier haut et fort, en fait, mine de rien. Et selon toi, il n'a pas su s'intégrer dans cette nouvelle vie que tu venais de commencer après ton opération, et il n'a pas Ben, su suivre en fait le nouveau rythme, si je comprends bien. je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Je sais pas s'il a vu la différence. Je sais pas si, au final, il est bien, peut-être pour lui, il était heureux d'être en couple avec une grosse. Ça lui allait bien, puisque, au final, j'étais maman, je restais à la maison, je faisais peut-être pas de trucs. Et peut-être que c'était ça qui lui allait bien, en fait, voilà. Sauf que je me suis réapproprié, ma vie, et je me suis dit que c'était pas possible. Maintenant, je le dis encore avec mes mots, tu ne peux pas être que maman quand t'es Mm. maman. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas te cantonner qu'à ce rôle. C'est pas possible. Il faut que tu aies un bien-être, voilà. Et pour ce parcours, en plus, tout ça, j'avais décidé de ne pas travailler. J'ai décidé de ne pas travailler pour avoir un enfant parce que c'est trop compliqué. T'as trop de rendez-vous. Tu peux pas te dire à ton employeur, je peux pas venir parce que je dois aller faire une insémination ou je dois aller à l'hôpital pour voir si je suis en période d'ovulation. Non, tu peux pas imposer ça. Voilà.
Donc, j'ai décidé de pas travailler ou autre. Et puis là, j'ai décidé de me remettre au travail. Me dire, bah, il est grand, je vais le confier à une nounou. Je vais bosser, je vais m'assumer. Et puis, je vais avoir une vie sociale au boulot, une vie sociale dehors, une vie professionnelle, une vie de maman, une vie de femme. J'ai rempli toutes les cases, sauf la vie de femme. Et au bout d'un moment, bah, tu te dis que, égoïstement, c'est mon fils, c'est moi, ça passe ou ça casse. Tu suis pas, non. Donc au final, tu reprends aussi confiance en toi. La confiance qu'on t'a flinguée, eh ben, tu la reprends. Et là, ben, je me suis imposée, mais un mental de ouf. Et tu suis, tant Oui, mieux, tu suis pas, tu te casses. oui, Tu tu as retournes bien chez tes raison. parents. Ah ouais, mais non, mais c'est pas méchant, hein. Mais j'ai 30 ans, euh, je suis dans la fleur de l'âge, j'ai envie de vivre un truc de waouh et j'ai envie d'être amoureuse. Et j'ai envie de. Tu peux pas m'imposer ton côté casanier à rester. Voilà, non. Et là, eh ben, je me suis retrouvée avec deux de mes copines, Karima et Cécile, et elles m'ont donné une confiance de ouf. Et j'ai changé de style vestimentaire, j'ai changé de pote, j'ai pris une confiance en moi de ouf. Paul était ma priorité, hein, toujours. Hein. Et, euh, et j'ai demandé le divorce. Ouais, carrément. J'ai demandé le divorce parce que j'avais envie de tomber amoureuse. J'avais envie d'un truc, waouh, comme tout le monde, tu vois. Comme tout le monde. Ouais, j'ai viré toutes mes fringues de grosse, j'ai tout foutu à la benne et j'ai dit, ouais, je vais bosser, je vais faire un truc féminin. J'ai travaillé dans la bijouterie, je vais faire un truc de gonzesse. Très bien, allons-y, un truc de gonzesse, ça me plaît bien. Je me suis j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai changé de style et j'ai dit, ouais, je vais. Une nouvelle vie commence. Exactement. Et puis après, bah, je me suis réapproprié mon corps. Bon, alors certes, j'ai pas un corps de déesse ou quoi que ce soit. J'ai continué à perdre de poids, à faire du sport. Un point de vue, hein. Un point de vue. Ouais, mais j'ai mon corps qui est marqué de partout. J'ai ma césarienne de Paul. C'est la plus belle cicatrice au monde. J'ai des vergitures. C'est pas grave. J'ai pris du poids, j'ai perdu, j'ai pris du poids, j'ai perdu. C'est pas grave. Mon parcours, il est retracé. J'ai des seins, c'est des gants de toilette qui tombent. C'est pas grave. Je m'en fiche. Ça plaira quand même. C'est pas grave. C'est tout, c'est toute mon histoire. Il y a quelques mois de ça, je me disais, je vais me refaire faire les seins parce que ouais, j'ai envie de seins qui remontent, j'ai envie de tout petits seins parce qu'on n'est jamais, on n'aime pas ce qu'on, on n'aime pas ce qu'on a et tout ça. Mais en fait, je me dis quoi? Ces seins qui tombent, c'est mon obésité, c'est bah ma grossesse, c'est non, c'est mon histoire, c'est ma vie. C'est les vergitures, c'est pareil, la césarienne, c'est pareil. Tu vis avec. La personne qui va rentrer dans ta vie après, elle accepte tant mieux, elle accepte pas. Inch'Allah, il y a plein d'autres meufs ailleurs. Je t'en prie, serre-toi. Je m'embête plus. Je m'embête plus. Je me suis embêtée. Je me suis pas embêtée parce que ce serait mentir de dire que je me suis fait chier avec le père de mon fils. Pas du tout. Ça a été, je pense, mon premier amour et il a été là jusqu'au bout avec moi. Aujourd'hui, on a un système de coparentalité qui se met en place et je sais que c'est pas évident pour lui. Il fait des efforts. On fait des efforts aussi. Je le remercie et tout va bien. Mais tu peux pas continuer à avancer avec des gens qui te tirent pas vers le haut. Tu peux pas. Et et après bah entre Rémi et maintenant, bah, j'ai rencontré plein de garçons, plein de mecs. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et tu retombes sur la personne qui t'a connue à l'âge de 10 ans, donc qui t'a connue bah enfant, adolescente, euh, obèse, maman, et maintenant. Toi, tu l'as connu pareil, hein, il était un peu plus vieux, c'est le meilleur ami d'un de mes grands frères. Et tu te dis que adolescent, tu te taquinais, fin de l'adolescence, on se tournait autour, mais le timing était jamais bon. Il était en couple, j'étais en couple. Par respect pour les personnes qu'on avait, on n'a jamais rien fait, on a fait la fête ensemble. Euh, Lui, par respect pour Rémi, il connaissait Rémi, il a jamais rien tenté, et merci. Et il a su que je m'étais séparée, que j'avais divorcé. J'ai fait la bêtise d'envoyer une photo à la personne avec qui j'étais à l'époque. Je me suis trompée de numéro, c'est à lui que j'ai envoyé la photo. Il était là le soir même devant ma porte. C'était quel genre de photo? Je pense C'était qu'on a pas une compris. photo de Paul. Je pense qu'on a compris. Continue. Et là, il est rentré comme
Ah, je sais pas comment décrire ça. Il est rentré comme un chevalier sur son cheval blanc dans ma vie. Je crois, le timing il était juste parfait. C'était lui. En fait, je pense que inconsciemment, quand on était ado, il m'a traité de boudin, hein, je le précise. Hein. Inconsciemment, il a toujours été dans ma vie. Ça a été, je pense, la pépite de ma vie. Mais le timing, voilà, on n'a jamais été au raccord, lui et moi. Et là, on a été raccord. Et là, je me suis dit, je rate pas le coche. Je l'ai, je le garde. Et je te jure, je vais pas le laisser filer. C'est fou parce que tu parles de ton amoureux aujourd'hui et je suis juste là, à moins d'un mètre de toi, je vois tes yeux qui pétillent. C'est juste, ça traduit toute la passion, tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre, en tout cas que Ah tu as pour ouais, lui. non mais C'est incroyable. Bah, il a réussi à faire un truc, mine de rien, je m'étais dit, je veux plus jamais d'enfant. J'ai changé d'avis, on a eu Zoé, clairement. Donc tu es Euh, maman de deux enfants, Maintenant, ouais, maintenant Paul et j'ai Zoé. Paul et Zoé. Et j'ai les deux plus belles cicatrices de césarienne au monde. Hein. D'accord. Et les plus belles virgitudes aussi. Et il a réussi à tout me faire changer. Il a réussi à... Tout mon parcours, tu vois, pour perdre du poids. Jusqu'à aujourd'hui, j'y suis encore à fond. Hein. Et dans ses yeux, je suis la plus belle femme au monde. Il a réussi à me faire faire des trucs que je faisais pas. Je porte des mini-jupes, je porte des mini-robes. Je ne portais jamais de shorts. Ça fait 4 ans que je porte des shorts. C'est lui qui m'a, voilà. Il me regarde avec des yeux, voilà. Plus jamais de ma vie, je me marierai. On s'est mariés l'année dernière. Il m'a regardé avec des yeux de l'amour, des yeux pleins d'eau. C'est, ma confiance, tu vois, j'avais pris confiance après cette opération. Ma confiance, elle est high level. Il peut tout m'arriver, hein. Mais tant qu'il est à mes côtés, je pense que je peux tout affronter. Aujourd'hui, comment tu vis tous ces changements dans ta vie? Sur ton poids, sur comment tu t'habilles aujourd'hui, sur enfin, ta vie sociale, professionnelle et amoureuse aussi. Donc, bah, comme je te disais, je me suis mise en couple avec Flo. Et, et ouais, j'avais un contraceptif, j'avais un stérilet. Et il a réussi à me donner tellement confiance en lui et confiance en moi que j'ai dit, bah, tu vois, cette envie de plus avoir d'enfant, ok, on le fait. Mhm. Donc, j'ai enlevé mon stérilet, on a, on a vécu librement, voilà, sans se dire, sans se mettre la pression. Et je suis tombée enceinte une première fois. Et je me suis cassé la gueule sur le verglas en ramenant en déposant Paul à l'école. Et 2 jours après, quand je voulais l'annoncer pour la Saint-Valentin, j'ai fait une fausse couche. Donc, il a pas su tout de suite. Je lui ai pas dit. En plus, j'étais en conciliation de divorce, donc c'était pas le moment. Par contre, je l'ai hyper mal vécu et ça se sentait au niveau de moi. Donc, j'étais en arrêt parce que je suis tombée sur du verglas, je me suis fait mal. Et je lui ai dit plus tard, et on l'a très mal vécu, ça a été vraiment problématique. Et on a décidé, pour l'anniversaire de Paul, c'était ses 6 ans, de lui offrir un beau voyage. Il nous a offert un beau voyage, on est parti pendant presque un mois à La Réunion, tous les trois, pour voir mon frère qui habite là-bas, son meilleur ami, et pour changer les idées. Et puis surtout, on avait besoin de notre couple, voilà. Si tu dis, si tu passes après ça, si tu vis ça en couple, c'est fort. Il n'y a plus rien qui peut, voilà. C'est un fœtus, voilà. Mais c'est un enfant, Mhm. mine de rien. Donc, quand tu sais le parcours que j'ai eu avant, c'est compliqué de te dire dans ta tête que tu perds un enfant. Mhm. Bon. On est parti à La Réunion, on est revenu, on a passé du temps ensemble après à Paris, tous les deux. Ça m'a conforté encore plus dans l'idée que j'avais trop envie d'avoir un enfant avec lui. Et on a fait, on a fait la fête, encore une fois, beaucoup trop de fois. Et je suis tombée enceinte 2 jours plus tard. Merci le jean. Merci la... Je suis tombée enceinte et c'était avant juste. On devait partir, on s'était fait un kiff, on s'était dit au mois d'avril, on part en Thaïlande. Et au mois de mars, on était confinés pour la première fois. Mhm. Et à ce moment-là, on s'est installé chez mes parents, donc on était confinés chez mes parents, à devoir faire l'école à Paul, en CE1, enceinte, Flo en télétravail, Pas facile. avec ma mère. De quoi? Alors là, jackpot. Je dis, si là, après tout ça, le mec, il me dit pas chérie, épouse-moi. C'est qu'il y a un problème. Avec tout ce qu'on vit, j'allais dire là, c'est compliqué. Donc, ça s'est super bien passé.
C'était juste exceptionnel cette période. Je fais partie des rares personnes qui ont kiffé ce confinement. Flo aussi, Paul aussi. On n'a jamais passé autant de temps ensemble sans être ensemble. Et voilà, la grossesse s'est super bien passée, c'était nickel, sauf on a déménagé après, entre-temps, pendant le confinement, on a trouvé un appartement. Les derniers mois de grossesse ont été Compliqué. vraiment très compliqués, c'est-à-dire que je devais accoucher en novembre, j'ai accouché en septembre. J'ai eu un mois d'août juste horrible à être malade, on savait pas, avec tous les tests qu'on a pu faire, on savait pas d'où ça pouvait venir. J'ai eu très 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 peur. J'ai jamais eu autant peur, même pour Paul, j'étais plus jeune, j'étais inconsciente. Il y avait rien pouvait m'arriver. Tu vieillis, tu veux ton confort, tu flippes, mais tu flippes pour un rien. Et, euh, et il s'avère que ouais, je suis partie à l'hôpital. Je passais tous mes jours à l'hôpital Nord. C'était une horreur. J'ai l'impression que j'y étais tous les jours. Et ça s'est fini à 23h en allant à l'hôpital Nord, en prenant le bus, avec 2 Kinder dans ma poche, sans valise, trop confiante. J'y vais c'est juste pour un contrôle à 23h. Je perds du liquide vert. Tout va bien, les gars. Ça va aller. Ah oui. Et il s'avère que c'était période de Covid, donc Flo a pas pu m'accompagner aux urgences gynéco. Il était dans la salle d'attente, il attendait. En fait, j'avais plus de liquide amniotique. J'étais en HAD, en hospitalisation à domicile. J'avais fissuré ma poche des os, mais rien d'inquiétant tant que j'étais à domicile et alité. Et il s'avère que j'avais plus du tout de liquide. Et ce liquide vert que je perdais, bah, en fait, c'était le seul liquide qui pouvait être dans ma poche, c'est-à-dire Zoé, ses excréments. C'est très con, hein. Mais tu te dis que, voilà. Et il s'avère que j'étais allongée dans ce truc, j'étais avec juste un interne. Et, et ça s'est, comment dire, accéléré quand j'ai vu que ils ont appuyé sur un bouton, ça s'est déclenché, c'était tout rouge. Flo était pas avec moi. J'avais mon seul point de repère à ce moment-là, c'était Flo, mes 2 Kinder dans ma poche que je ne voulais même pas manger tellement j'étais en PLS. Et une équipe de 10 personnes autour de moi. J'avais pas eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste pour être opérée. J'avais pas eu de rendez-vous avec mon gynéco. Rien du tout. Que des étrangers autour de moi. L'interne qui essaie de me piquer, qui avait jamais vu ça, qui tremblait, le médecin a dû prendre le relais pour pouvoir me piquer. Tout s'est enchaîné. Et, euh, j'ai entendu que Zoé était en détresse, qu'elle pouvait plus, qu'elle avait du mal à respirer et qu'il fallait faire quelque chose. C'est, je pense, le pire moment de toute ma vie. Parce que généralement, quand tu vis un truc comme ça, c'est ouf. J'ai encore du mal à en parler, hein. T'es jamais seul. Et là, en fait, t'es entouré de 10 personnes, mais t'es seul. Parce que dans un moment comme ça, on te dit pas ce qui se passe, mais tu sais que Les choses ne se passent pas comme tu comme ça. veux, Oui. et quand tu dis, bah ouais, t'as galéré, tout ça, t'as fait une fausse couche, t'as galéré pour Paul, tu tombes enceinte naturellement, plus de PMA. C'est cool, hein? Tu te dis que là, en peu de temps, tu peux perdre ton enfant et qu'elle sort trop tôt, c'est trop tôt, que t'as tout donné pour rester alitée, pour la garder au chaud. Tu sais que ma seule préoccupation là, c'était de dire, putain, mais allez prévenir Flo. Parce que lui, il entend qu'il se passe un truc, il peut rien faire, il peut rien voir. Et en 30 minutes, ils m'ont endormi, ils ont sorti Zoé, je me suis réveillée, j'ai pas vu ma fille. Il n'y avait pas Flo, j'étais dans une pièce, j'étais frigorifiée, j'étais gelée parce que l'anesthésie, ça m'avait foutu en l'air. Et dans une salle, juste on m'explique qu'on a dû sortir Zoé parce qu'elle était en détresse respiratoire, qu'ils sont en train de tout faire pour lui enlever le liquide et tout ça pour, voilà. Que je m'inquiète pas, il y avait Flo. Flo a réussi à me la montrer. Le premier truc que j'ai vu, c'est qu'elle était trop blanche. C'est pas ma fille. Mais elle était belle, elle était, par contre, super petite. C'est une crevette, mais elle était magnifique. Et à la rigueur, Flo, t'es pas avec moi, reste avec ta fille. Je sais que j'ai eu le retour de Flo après pour ça. Je sais qu'il était en néonate avec elle. À partir du moment où elle a été en néonate, je l'ai vu peu de fois, il n'a pas lâché sa fille. Il a arrêté de bosser. Quitte à se dormir par terre, il n'a pas lâché sa fille, il était sur un siège, et il n'a pas lâché pendant un mois. Super boulot, hein, l'hôpital, hein, par rapport à ça. Hein. Magnifique. Hein. Mais là, pour moi, à ce moment-là, c'était le moment le plus dur de toute ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que le moment le plus dur,
c'est qu'au bout de 5 jours, j'ai essayé de rester un maximum à l'hôpital, hein. C'est au bout de 5 jours, c'est rentré à la maison sans sa fille. Je suis désolé. T'es chiant, hein. Voilà. C'est rentré à la maison sans son enfant. Et t'as confiance, hein. Mais tu sais qu'un enfant, il sera jamais mieux qu'avec sa mère. Donc, tu rentres à la maison et tu te dis que c'est le plus violent. C'est juste une horreur, une horreur. Et, et ben, tu vis. Tu vis, tu te dis bah, que tu vas expliquer ça à ton fils, que sa petite sœur, elle est pas là. Il le comprend. Tu fais bonne figure et tu essaies d'être forte un maximum. Et tu dis que, bah ouais, t'as une césarienne, il faut te reposer, mais fuck la vie, quoi. C'est... J'ai mon tire-lait à la maison, je vais tirer mon lait. Le matin, je vais me lever, je vais amener mon fils à l'école. Je passe mes journées à l'hôpital. Le soir, je rentre, je récupère mon fils. On fait cas de rien, on mange ensemble. Et après, Flo est parti et passait toutes ses nuits à l'hôpital. Donc pendant un mois, pas de, pas de vie de couple, rien du tout. Tu vis que pour tes 2 enfants. Est-ce que toutes ces complications sur la naissance de ton deuxième enfant, est-ce que les médecins t'ont expliqué que ça avait un lien avec ton obésité? Aucun lien avec l'obésité. Par contre, le seul lien qu'il y a pu y avoir avec, c'est que aujourd'hui, si je subis une opération ou quoi que ce soit, mon estomac a tellement rétréci ou autre, j'assimile mal les médicaments. Donc, toute opération que je ferai ou autre, je peux pas prendre d'ibuprofène, je peux pas prendre anti-inflammatoire. Je gère ma douleur au paracétamol, c'est le plus fort que je puisse prendre. Ou sinon, on peut proposer quelque chose, mais il faut que je prenne des protections gastriques et il faut que je fasse gaffe et je peux pas forcer sur les médicaments. Donc, me rétablir de ça avec ma douleur, ça a été compliqué. C'est pas grave. Tu passes outre tes mamans. La douleur, la plus dure, elle est mentale, elle est pas physique. Donc, non. Non, c'est pas, voilà. Avec l'obésité, c'est le seul problème que je voyais qui était lié et qui, peut-être l'accouchement, on s'était dit, vu que j'avais eu une première césarienne, peut-être essayer une deuxième. Moi, j'avais très envie d'accoucher par césarienne. Et au final, Flo m'a tellement convaincue d'accoucher par voie basse qu'il serait présent, qu'il serait là de A à Z, que j'avais dit, je veux accoucher par voie basse et tout ça. Bon, le soir, on a décidé autrement. C'est pas grave. Le principal, c'est tu sors par voie basse, tu sors par césarienne. Tant que le bébé et la maman vont bien, ça me va. C'est le plus important. Là, actuellement, t'oublies, Zoé, elle est sortie, elle va bien. Elle est pleine de vie, tu veux la voir, hein. T'oublies son côté préma. Bon, elle a toujours, on veille pour ses problèmes respiratoires. Ça va caler de mieux en mieux. Je touche du bois. C'est pas du vrai bois. Je touche du Si, bois. c'est du bois. Mais tu te dis que là, mon parcours pour l'obésité, c'est quoi? C'est surtout pas revenir où j'en étais à la base. Aujourd'hui, tu fais combien de kilos? Tu en as perdu 60, aujourd'hui tu en fais combien? Et comment est-ce que tu vois la vie pour le futur avec ton nouveau corps, ta nouvelle vie personnelle, etc. Alors, au max, je suis descendue à 70 kilos. Aujourd'hui, j'en fais, je crois, 77 ou 78. J'ai pris 8 kilos d'amour avec Flo. Donc voilà, lui aussi, il a pris du bide, hein. Je précise aussi, hein. Je fais du sport, moins que je devrais. J'ai changé mes habitudes alimentaires. Bon, certes, je devrais pas le dire. On n'est pas censé boire d'alcool. Je bois de l'alcool, mais je bois plus d'alcool fort comme avant. Je bois du vin rouge. C'est plus classe. Et comment je vois l'avenir? Je vais pas continuer, je vais pas perdre de kilos. Je vais me stabiliser pour trouver le poids qui me convient, tu vois. Je vais pas remonter à 130 kilos, même aller au-delà de 80. J'ai un regard là-dessus qui fait que je vais veiller au grain avec mes enfants. J'ai pas envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Je veux pas leur imposer ça.
c'est pas une vie en fait, c'est pas une vie. Donc c'est pas, je ferai attention parce que je me dis que pour en arriver là, il doit y avoir un mal-être, il doit y avoir quelque chose. Je le cherche encore, hein, mais c'est juste que je suis une grosse couillonne et que j'ai mangé n'importe comment et je me suis laissée aller n'importe comment. Et c'est du grand n'importe quoi. Donc je vais faire en sorte que eux ils aient pas de mal-être ou pas à faire n'importe quoi pour vivre ça parce que c'est une maladie. Et comment je vois l'avenir avec pas d'autres enfants, tu vois, 2 c'est bien. C'est en plus je vais faire le nécessaire pour pas en avoir d'autres. 2 c'est bien. Heu, je vais continuer mon rôle de maman, mon rôle de collègue de boulot, mon rôle, de copine, d'amie et mon rôle de femme. C'est très important de pouvoir combiner tout ça. Je jongle très bien avec. Voilà. J'essaie de faire en sorte de donner envie à des personnes, plus jeunes d'avoir des enfants, en disant que tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste qu'en face de soi, on ait la personne qui a les bras, les épaules et qui peut tout supporter et qui voilà. Et après, je me dis, il y a honnêtement au monde, il y a que Flo qui peut supporter ça parce qu'il m'a vue énorme obèse et pour lui, à ses yeux, bah ouais, j'étais grosse, j'étais belle. Eh bien, Lucie, je te remercie de nous avoir raconté ton histoire avec autant d'humour, de personnalité. Est-ce que tu auras un dernier mot à ajouter? Je pense que aujourd'hui, avec le parcours que j'ai eu, euh, alors c'est facile de dire à quelqu'un perd du poids, faire un régime ou quoi que ce soit, mais je trouve que il faut pas prendre une opération comme ça à la légère ou quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, quand on dit on a tout essayé, on a tout fait, il faut que les gens soient plus à l'écoute, les médecins ou quoi que ce soit, et il faut pas prendre ça pour, en fait, pour moi, c'est un appel à l'aide, c'est un cri de détresse. Donc, il faut prendre les choses plus au sérieux. Quand je te dis que j'ai vu beaucoup de chirurgiens, j'en ai vu 4. C'est le seul qui m'a vraiment bien entendu. Mmh. Et honnêtement, bon, maintenant il est à la retraite, mais honnêtement, j'invite les gens à être plus à l'écoute par rapport à ça, à faire plus attention. Et les gens qui vivent pas ça et qui voient des gens dans cette situation, à fermer un peu plus leur. Le message est passé, je pense. Ouais, 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 C'était carrément. clair. Ouais, quand je vois des personnes comme ça, je me dis que, ouais, il y a certaines personnes maintenant, même les jeunes, hein, qui sont plus forts, elles assument de ouf. Elles portent des tenues que même moi j'aurais pas pu porter. J'étais en Sarwell. Elles portent des mini-jupes et je trouve ça exceptionnel. Les nanas sur Insta, je les suis. Ashley Graham, je la trouve magnifique. Je trouve ça génial. Et tout ça. Les nanas qui assument, je trouve ça génial. Assumez, ok, pas au péril de votre santé. Voilà. Parfait. Et bien sur ces mots, je te remercie encore une Merci fois mon pour ton Juju. passage. C'était très intense, c'était joyeux en même temps. C'était C'était aussi bref et intense, tout comme c'était- j'aime. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode du podcast des vies et des histoires. C'était titré L'obésité, il fallait que je fasse quelque chose. Notre invitée, c'était Lucie. Je lui dis un grand merci. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à nous regarder ou à nous écouter. Je remercie également Chris Kevin pour son talent derrière la caméra. Au revoir.